tournant de son histoire. Il se peut que nous voyions, au cours des semaines que nous vivons, ce continent que nous aimons renouer avec la tragédie. Après 70 ans de paix relative, j'accepte les Balkans, j'accepte l'Ukraine, de paix relative pour la partie occidentale où nous vivons confortablement, il se peut que nous apprenions à nouveau que l'histoire est tragique. D'abord, il y a le cas de l'Allemagne. On n'en parle pas assez. L'Allemagne nous a habitués aux extrêmes. Les extrêmes de la tolérance et les extrêmes de l'intolérance. Et nous habituer à la déraison. Quand je vois Madame Merkel ouvrir tout grand les portes de son pays et de l'Europe, je me dis, mais combien de temps ça va durer? Rappelons-nous que dans ce pays, un certain parti, en 3 ans, était passé de 2% à 50% des voix. Je ne sais pas ce qui va se passer. On a ouvert les portes aux démons. Les démons, ce n'est pas les immigrés. Les démons, ce sont les fantasmes. Et on a gravement déstabilisé une situation qui était déjà fragile. Il y a ensuite ces réfugiés, je ne sais pas comment il faut les appeler, parce que certains sont de vrais réfugiés et d'autres ne le sont pas, et je ne connais pas la proportion. Nous n'en dirons pas du mal individuellement. Nous avons du mal à saisir leur parcours personnel. J'apprends qu'il y a des cars qui vont les chercher à Damas, qui les amènent à la frontière du Liban. Il y a d'autres cars qui les amènent sur le bord de la Méditerranée. Et de là, ils vont en Turquie et ensuite en Grèce. Qui organise tout ça? J'aimerais le savoir. Mais il y a une chose certaine, et les Hongrois le savent, c'est qu'il n'y a pas d'exemple dans l'histoire ancienne comme dans l'histoire moderne et dans l'histoire récente qu'un pays plurireligieux, pluraliste sur le plan religieux. Alors je ne parle pas des pays où vous avez 1%, 2%, à la rigueur 5% de minorité. Mais je parle de pays où vous avez des forces équivalentes. Et les forces équivalentes, ce n'est pas seulement le nombre, c'est aussi l'ardeur, c'est la foi, c'est la conviction. Il n'y a pas d'exemple que ces pays n'aient connu la guerre civile. Les Hongrois ont à leur porte la Bosnie, qui a été ravagée pendant plus de 10 ans par la guerre civile, avec 3 religions. La Serbie, avec 2 religions. Le Liban, que l'on présentait au cours des années 70, je ne sais pas si certains s'en souviennent, comme le paradis du vivre ensemble. Et par ailleurs, une grande démocratie proche orientale. Ce pays a connu les affres de la guerre civile de 1975 à 1990 pendant 15 ans et n'en est pas vraiment sorti aujourd'hui. Et puis on peut continuer, on peut se demander pourquoi. Il y a la guerre qui pousse une partie de la population en dehors des frontières de la Syrie et de l'Irak. C'est aussi que ces pays sont divisés sur le plan religieux. Chrétiens alaouites, sunnites en Syrie, chiites et sunnites en Irak, et chrétiens. Ce sont ces divisions qui ont créé le désordre dans le pays. À la guerre civile, il n'y a qu'une seule alternative, et cette alternative pourrait concerner l'Europe aussi, c'est la dictature la plus dure. Les belles âmes qui prospèrent sur notre territoire se sont indignées de la dureté de la dictature de Saddam Hussein et ensuite de celle d'Assad. Mais c'était la sanction de la diversité religieuse de ces pays, et de la diversité ethnique de ces pays, et de la diversité culturelle de ces pays. Pour éviter qu'ils éclatent, il fallait une poigne de fer. Alors ce qui se passe aujourd'hui en Europe, et qui pourrait bouleverser les équilibres séculaires, c'est peut-être le prélude à la guerre civile, c'est peut-être aussi le prélude à la dictature.
si tant est que nous n'y sommes pas déjà. Elle est larvée, me dit Karimouchi. Écoutez, que les larves restent là où elles sont et qu'elles ne deviennent pas chrysalides et papillons. Alors, nous soutenons le gouvernement Orban. Il a été dit qu'il est le seul à appliquer le traité de Schengen, parce que le traité de Schengen prévoit, et M. Cazeneuve l'a rappelé très récemment, un contrôle strict des frontières extérieures. Il prévoit aussi une libre circulation à l'intérieur, ce qui veut dire que les fameux quotas sont rigoureusement contraires au traité de Schengen. C'est ce que, d'ailleurs, M. Hollande devrait dire à Mme Merkel. Vous lui dites, vous avez signé le traité de Schengen, ils veulent aller chez vous, mais qu'ils y restent. Ils sont libres d'aller où ils veulent. Et d'ailleurs, le traité de Schengen est en lambeaux. Jacques Delors a lancé, le pauvre Jacques Delors a lancé un appel pour qu'on le préserve, mais il n'a qu'à le dire à ceux qui dirigent le continent. Et il pourrait aller féliciter Viktor Orban, puisque lui applique le traité de Schengen. Alors, ces malheureux qui viennent à nos portes, nous ne leur jetons pas la pierre. Je souhaite ce qu'ils souhaitent. Et qu'est-ce qu'ils souhaitent? Pas partir hors de chez eux, ils souhaitent vivre chez eux et vivre chez eux en paix. Vivre en Syrie, vivre en Irak et vivre ailleurs en Afghanistan en paix. Or, le vrai scandale, la grande imposture, c'est que cette guerre dont ils souffrent, et qui est une guerre atroce, ce sont les Occidentaux qui en portent la responsabilité, qui l'ont alimentée et qui continuent à la nourrir. J'étais en Syrie il y a quelques mois, 250 000 morts. On nous dit totalement de manière mensongère que ce sont tous des victimes du régime. Là-dessus, il y a 100 000 soldats de l'armée d'Assad. Parce que la guerre est très meurtrière. Ils font la guerre à des kamikazes, ce qui est beaucoup plus difficile que de faire la guerre à des soldats ordinaires. Et vous en avez au moins autant, 100 000 du côté des djihadistes, parce qu'ils ne se battent pas très bien. Et puis vous avez 50 000 civils. Alors quand ce sont les États-Unis, on appelle ça des dommages collatéraux. Quand c'est tel ou tel régime qu'on n'aime pas, on dit qu'il massacre son propre peuple. On ne le dit pas d'ailleurs de M. Erdogan, qui bombarde les Kurdes, qui sont aussi son propre peuple. Je vous le signale au passage. Alors, oui, il faut que la paix soit rétablie. Il y a 11 millions de déplacés dans ce pays sur 22 millions d'habitants, dont 3 millions à l'étranger. Si la guerre continue, ce n'est pas 1 ou 2 millions, ce sera 5 ou 10 millions de gens qui voudront se réfugier chez nous pour fuir la guerre. Il est donc impératif de mettre fin à cette guerre. Et je ne vois pas d'autre solution aujourd'hui que la victoire du camp gouvernemental appuyé par la coalition anti-Daesh, dont on ne voit qu'un seul élément véritablement actif, qui est la Russie. Voilà. Alors pour ce qui est de la guerre civile qui dure en Syrie depuis 4 ans, il faut savoir, on ne le dit pas assez, que alors même que M. Valls proclame une guerre totale à l'islamisme, la politique de la France en Syrie, c'est uniquement de soutenir les djihadistes. Depuis 4 ans, les soutenir avec des armes, heureusement ce n'est pas nous qui les payons, ce sont les pays du Golfe qui les payent, les soutenir avec des hommes. Il y a eu des villages où la population avait été massacrée. On a relevé, quand les djihadistes sont partis, on a relevé dans les cadavres des gens qui accompagnaient les djihadistes, des légionnaires français, ou des anciens légionnaires, je ne sais. Il y a eu des soldats qui se sont battus à côté des djihadistes. Alors on dit, M. Fabius dit qu'ils ne sont pas tous pareils. Il y a, dit-il, il ne le dit pas, mais pour lui, il y a des terroristes modérés. Il y a des terroristes tout court et des terroristes modérés. Alors, imaginez, il y a en réalité 2 forces, Daesh et Al-Nosra. Et Al-Nosra, c'est quoi? Mais ce sont des terroristes sans YouTube. Daesh, ce sont des gens qui égorgent et qui massacrent devant une caméra de YouTube pour impressionner le monde entier. Et les autres le font
mais sans YouTube, parce que leur premier souci, c'est d'avoir de l'aide occidentale. Et cette aide occidentale ne leur manque pas. À peine a-t-on annoncé l'offensive de la Russie au début du mois d'octobre, que 15 jours après, il y avait dans un grand journal du matin l'annonce d'une intensification des livraisons d'armes aux rebelles par les États-Unis. J'ai vu cette nouvelle comme une nouvelle tragique pour nos amis syriens, y compris les réfugiés. Parce que ça veut dire que la guerre va durer longtemps, au lieu de s'arrêter rapidement. Et dans ce festival d'hypocrisie, il y a un pays qui est particulièrement en flèche, c'est la Turquie. La Turquie d'Erdogan, qui alimente deux flux. Le premier flux, c'est le flux des djihadistes venus du monde entier. Il y a même des Japonais qui ne savent même pas ce que c'est que Mahomet, qui viennent se battre et qui arrivent à la frontière de la Turquie. Ils arrivent tous à la frontière de la Turquie. Et si on les laisse passer, c'est qu'on veut les laisser passer. Et en contrepartie, l'armée syrienne est affaiblie par les défections de tous ces jeunes gens qui viennent chercher en Europe et qui sont ce qu'en d'autres circonstances nous appellerions des déserteurs. Et il y a une politique délibérée d'affaiblir sur le plan humain les armes, l'armée syrienne et de renforcer l'armée djihadiste. Et deuxièmement, le même M. Erdogan organise le départ des réfugiés qui sont sur son territoire ou ceux qu'on va chercher en Syrie et au Liban vers l'Europe. Parce que s'il ne voulait pas qu'il y ait des bateaux irréguliers qui partent des côtes de l'Asie mineure vers les îles grecques, même si ces îles grecques ne sont pas loin, il pourrait tout à fait l'empêcher. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne veut pas le faire. Alors, Madame Merkel, là-dedans, qu'a-t-elle fait? Alors qu'Erdogan, tout le monde pensait, pronostiquait qu'il allait perdre les élections qui ont eu lieu le 1er novembre, et elle est allée le soutenir, et le soutenir très fort, en lui faisant une accumulation de promesses. Alors quand je vous dis qu'il y a une folie allemande, c'est là qu'on le voit, et c'est là qu'on se sent entre véritablement de bien mauvaises mains. À moins que Mme Merkel ne fasse qu'obéir à des ordres venus de plus haut, ce qu'il ne faut pas exclure. Alors, première chose à faire, il faut mettre fin à cette guerre et dire la vérité sur cette guerre et faire pression sur nos gouvernements pour qu'ils arrêtent de toutes les manières de soutenir, de l'alimenter, car en réalité personne ne souhaite que les djihadistes prennent Damas. Je ne crois pas que personne ne souhaite véritablement que Daesh soit à 100 km de Beyrouth et 100 km de Jérusalem. Donc toute action qui ne conduit pas à la victoire de l'autre camp, c'est une action qui tend à perpétuer la guerre. Et perpétuer la guerre et alimenter le flot de réfugiés. C'est ça la vérité. Et il y a c'est criminel aujourd'hui d'entreprendre n'importe quelle action qui aboutit à entretenir la guerre. Véritablement criminel. Et puis pour terminer, je dirais que les Hongrois font ce qu'ils ont à faire. Ils ont une grande expérience historique. Ils ont eu affaire aux armées ottomanes qu'ils ont tout au long du XVIIe siècle. Ils ont souffert plus que quiconque et plus que nous qui leur donnons des leçons du totalitarisme, hein, que ce soit le totalitarisme nazi ou le totalitarisme soviétique. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils sont en première ligne, nous sommes en deuxième et en troisième. Et pour ceux qui jouent au rugby, on sait très bien que si la deuxième et la troisième ligne ne tiennent pas, la première ne tiendra pas non plus. Voilà. Et c'est dans ce grand combat, qui est un combat pour l'Europe, d'abord, et pour que nous sommes engagés, un combat pour la paix, un combat pour la démocratie, et naturellement un combat pour la civilisation. Merci.